Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument fascinant. Comment l'art, que ce soit la littérature ou le cinéma, arrive à dénoncer et à mettre en lumière la réalité brutale d'une oppression systémique. À travers le roman Choc d'André Brink, sorti en 1979, et son adaptation sur grand écran par Eugène Palcy des ans plus tard, on va voir comment une œuvre de fiction peut carrément se transformer en un véritable témoignage historique. Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Là, on est tout de suite plongé dans la réalité historique pure et dure, celle qui a inspiré ces œuvres. On est en 1976, en plein cœur du soulèvement de Soweto. Et ce qu'on observe ici, croyez-moi, ce n'est pas juste une manifestation de routine, c'est une véritable explosion de colère contre des lois ultra-répressives. Imaginez un peu, la loi sur l'éducation bantoue exigeait carrément l'usage exclusif de l'afrikaans dans les écoles. L'enjeu était absolument colossal et la répression qui a suivi, elle a marqué un tournant vraiment tragique. Il faut bien garder en tête que cette vérité historique d'une brutalité vraiment inouïe, c'est le socle même du texte et du film qu'on est en train d'examiner. 1976, c'est un réveil brutal. Et pas seulement pour les victimes directes du régime, mais aussi pour toutes ces consciences qui, jusqu'à ce moment précis, préféraient tout simplement regarder ailleurs face à la violence de l'État. Voici notre petit programme du jour. 1. La réalité de l'apartheid. 2. Le conte de deux mondes. 3. Violence d'État et censure. 4. De l'apathie à l'activisme. Et pour finir, 5. L'héritage de l'histoire. Première partie, la réalité de l'apartheid. Pour bien saisir l'impact de ces œuvres, il faut absolument les replacer dans leur vrai contexte historique. Quand on regarde la chronologie, tout s'enchaîne avec une logique presque glaçante. Regardez bien. Après le soulèvement de Soweto en 1976, l'année 1977 est marquée par un drame terrible, l'assassinat en détention du militant politique Steve Biko par la police secrète. Et le pire, c'est que ça s'est passé à quelques kilomètres seulement de chez l'auteur afrikaner André Brink. Ce choc immense, ça a vraiment été le déclic pour publier son roman en 1979, en bravant totalement la censure. Puis, un bond de 10 ans en avant. En 1989, la réalisatrice Eugène Palcy adapte cette histoire au cinéma. Voyez, la réalité et la création artistique sont ici complètement indissociables. Alors, juste avant d'aller plus loin, mettons-nous bien d'accord sur les termes. D'après le dictionnaire Cambridge, l'apartheid, c'est ce système légal en Afrique du Sud qui séparait purement et simplement les individus selon leur race, en donnant évidemment beaucoup plus de droits et d'avantages aux Blancs. Et un township, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça désigne ces zones urbaines spécifiques où les populations noires étaient littéralement parquées à l'époque. On ne parle pas d'un hasard ici, c'est une ségrégation totalement institutionnalisée, écrite noir sur blanc dans la loi. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, regardez ces chiffres de 1980. Le contraste est ahurissant. Le pays comptait alors 21,1 millions de Sud-Africains noirs face à seulement 4,5 millions de Sud-Africains blancs. Le déséquilibre de pouvoir était massif. En gros, une toute petite minorité blanche contrôlait et opprimait la très grande majorité noire du pays, et tout ça grâce à ce fameux système législatif. Mais concrètement, au quotidien, ça ressemblait à quoi ? Eh bien, ça se traduisait par des injustices systémiques écrasantes à tous les niveaux. Les espaces publics, que ce soit un simple banc ou un bus, tout était séparé physiquement. La grande majorité de la population noire était reléguée dans ce qu'on appelait des homelands, des terres complètement arides. Manifester, strictement interdit, sous peine d'une répression féroce. Et bien sûr, les arrestations arbitraires sans l'ombre d'un procès, c'était la norme. Il faut bien comprendre ça. Ce n'était pas un dysfonctionnement du système, c'était le système lui-même. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le conte de deux mondes. On va voir comment ce récit illustre parfaitement cette immense fracture à travers la vie de ces personnages. Le film capte cette division de la société de manière assez spectaculaire. D'un côté, vous avez des gamins qui jouent au foot dans la poussière des rues de Soweto, sans maillot, sans infrastructure. Et de l'autre côté, des familles confortablement installées, profitant de jardins idylliques, de pelouses taillées au millimètre et de terrains de rugby nickel. Ces deux réalités existent exactement au même moment et révèlent un gouffre socio-économique absolument vertigineux. Et c'est là qu'on touche du doigt la fameuse dissonance cognitive qu'il fallait pour faire tenir l'apartheid. Prenez notre protagoniste, Ben Dutoit. C'est un prof d'histoire afrikaner qui vit dans une sorte de bulle, un monde paisible, confortable et sécurisant. À l'opposé, vous avez son jardinier, Gordon. Lui, sa réalité, c'est d'essayer de survivre dans un univers défini par le chaos, sans infrastructure de base, avec la violence policière qui plane en permanence. Géographiquement, ils vivent l'un à côté de l'autre, mais dans les faits, ils sont à des années-lumière. Allez, on passe à la troisième partie, violence d'État et censure. Que se passe-t-il exactement quand ces deux mondes si isolés finissent par entrer en collision ? C'est là que la machine étatique se met en marche. Et le point crucial, c'est l'écart terrifiant entre le récit officiel et la réalité. Quand Jonathan, le fils du jardinier Gordon, disparaît pendant les émeutes, la police secrète prétend calmement qu'il est mort de cause naturelle.
Ensuite, ils changent de version et disent qu'il a été tué par balle et enterré en douce, soi-disant faute d'avoir été réclamé. Et quand Gordon cherche la vérité et se fait arrêter à son tour, la radio annonce qu'il s'est pendu avec sa couverture. Mais l'enquête de Ben révèle l'horreur absolue. Ils ont en fait été sauvagement torturés et assassinés au sinistre commissariat de John Vorster Square. C'est tout un système qui couvre ces atrocités par des mensonges institutionnalisés. Vous savez ce qui est peut-être le plus troublant dans tout ça? C'est la façon très neutre dont l'œuvre décrit la psychologie de ceux qui font tourner cette machine. Des personnages comme le capitaine Stoltz ou le beau-père de Ben ne se voient pas du tout comme des monstres. Ils justifient l'ordre établi. Ils sont sincèrement convaincus que le gouvernement fait le bien pour les populations noires et ne comprennent même pas leur ingratitude. Dans leur esprit, toute personne qui remet en cause le statu quo est tout simplement un traître à sa propre communauté. 4e partie, de l'apathie à l'activisme. Face à cette atmosphère étouffante, on va s'intéresser au réveil de notre protagoniste blanc et vous allez voir, contester l'ordre établi à un prix personnel énorme. Le cheminement de Ben Dutoit, c'est vraiment l'histoire tragique d'une prise de conscience. Au tout début, quand Jonathan disparaît, la réaction de Ben est presque indifférente. Il dit même à Gordon que la police devait bien avoir une raison de l'arrêter. L'inaction pure et dure. Mais quand il se retrouve face au cercueil de Gordon, le déni vole en éclats. En fouillant pour trouver la vérité, Ben perd tous ses privilèges, il se fait harceler, intimider, sa vie devient un bocal sous haute surveillance étatique. Et finalement, il est assassiné dans un faux accident orchestré par l'État. Son apathie le protégeait, oui, mais son activisme lui a coûté la vie. Et ce réveil fictif de Ben, c'est en fait le miroir exact de l'expérience vécue par l'auteur lui-même, André Brink. Totalement choqué et paralysé par le meurtre de Steve Biko près de chez lui, il avait d'abord cessé d'écrire. Et ce sont ses propres amis qui l'ont poussé à briser le silence avec ces mots très justes. C'est à ça que sert l'écriture, tu dois nous raconter l'histoire. Le devoir de mémoire a finalement été bien plus fort que la peur de la répression. Et nous voici déjà à la 5e et dernière partie, l'héritage de l'histoire. Regardons un peu l'impact retentissant de ces œuvres et les conditions assez incroyables de leur création. Réaliser cette adaptation cinématographique, c'était une véritable prouesse. Imaginez le contexte. Tourner ce film dans les années 80, alors que l'apartheid sévit toujours et que Nelson Mandela est encore derrière les barreaux, c'était extrêmement dangereux. Le courage de la réalisatrice Eusen Palcy était tel qu'elle a réussi l'impensable, convaincre la légende Marlon Brando de sortir de sa retraite spécialement pour incarner l'avocat de la famille de Gordon. Évidemment, dès leur sortie, le livre comme le film ont subi de plein fouet les foudres de la censure sud-africaine. Eugène Palcy a d'ailleurs eu des mots magnifiques qui résument toute la puissance de cette démarche. Elle disait « Avec ma caméra, je ne filme pas, je répare. J'essaye modestement de guérir les blessures créées par l'histoire. » C'est très fort. Ça montre que face aux tentatives d'un système d'effacer les victimes et de réécrire les faits, la fiction, basée sur des éléments réels, devient une arme, un acte de réparation indélébile pour soigner les plaies d'une histoire meurtrie. Tout ça nous amène à une réflexion finale vraiment essentielle qui dépasse très largement le cadre de l'Afrique du Sud des années 70. L'histoire de Ben Dutoit, tout comme l'engagement de Brink et de Palcy, nous confronte au poids terrible de l'inaction. Si fermer les yeux permet à un système oppressif de perdurer tranquillement, alors on est en droit de se demander à quel moment précis le fait d'observer une injustice cesse d'être passif pour devenir une impérieuse responsabilité d'agir. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.